Je ne prétends pas vous apporter vraiment du neuf dans ce domaine. Je pense que par votre pratique, par votre expérience, vous savez déjà tout ce que je vais vous dire. Ce qui peut peut-être juste être fructueux, c'est de regarder des approches un peu différentes autour des mêmes sujets. Évidemment que vous aurez perçu que l'estime de soi est la clé de la capacité d'accueil de la vie et d'amour de la vie en soi d'abord, dans toutes les parties de soi, en l'autre, dans toutes les parties de l'autre, même celles qui ne sont pas forcément confortables, et l'accueil de la vie extérieure autour de nous. Nous ne sommes pas toujours tout à fait heureux de ce qui nous arrive, et c'est précieux d'avoir une bonne estime pour traverser ce qui nous arrive. C'est aussi la clé de la capacité à accueillir les critiques éventuelles ou les jugements sans être déstabilisés. Nous aurons des critiques ou des jugements dans la vie, à entrer dans les conflits sans avoir peur, à pouvoir chercher la façon de trouver la solution gagnant-gagnant. C'est aussi la clé de la capacité à dire non, attends, dans la bonne mesure, et s'il vous plaît à la bonne personne. Ce qui nous demande d'avoir réussi à clarifier à quoi je dis oui quand je dis non. Et pour savoir à quoi je dis oui quand je dis non, quelle est ma priorité qui fait que je ne peux pas accéder à la demande de l'autre, ben ça demande un peu d'estime de soi, de confiance en soi et de capacité à s'asseoir dans la chaise du discernement. On y reviendra pour vérifier qu'est-ce que je veux vraiment, pourquoi j'ai envie de dire non. Mais c'est aussi la clé de la capacité à entendre non. Tout le monde ne nous dit pas non, et nous pourrions prendre le non contre nous, comme un rejet, comme une attaque. C'est précieux donc de pouvoir être attentif à ce à quoi l'autre dit oui quand il dit non. C'est un humain qui a des priorités, pas forcément les mêmes que les miennes. Est-ce que je lui impose, est-ce que je l'écrase, ou est-ce que je m'écrase pour être gentil? Nous avons donc besoin de développer cette capacité à rester nous-mêmes dans l'écoute de l'autre. Enfin, c'est aussi la clé de la capacité à dire ses colères quand on les ressent et à les dire de façon très claire sans pour autant agresser. On peut faire des colères non violentes, extrêmement pertinentes. Mais c'est aussi la clé de la capacité à accueillir la colère de l'autre. Beaucoup de difficultés dans nos vies à être disponible pour écouter la colère de l'autre sans la prendre contre soi. Souvent, nous la vivons comme une agression au lieu de la vivre simplement comme un indicateur de ce que l'autre souffre de quelque chose dont nous pourrons prendre soin avec bienveillance. Pas toujours facile si l'estime de soi est fragile. Et bien évidemment que c'est la clé également, l'estime de soi est la clé de la capacité à vivre les peurs tranquillement, en sachant que la peur n'est pas un accident dans la vie, c'est un ingrédient. Ça fait partie du fonctionnement de la vie d'un être humain, à moins qu'il ait atteint ce que nous souhaite à chacun, l'état d'éveil du Dalai Lama. Je pense que vivre avec la peur, ça fait partie du cheminement de l'homme et de l'être humain, et que nous avons donc juste besoin de nous accoutumer à ça, de ne plus avoir peur d'avoir peur. C'est aussi la clé de la capacité à vivre des temps de solitude, tant la solitude choisie, essentielle à notre intégrité régulière pour notre jardinage intime, comme on prend sa douche physique, on prend sa douche psychique, présence à soi dans l'intériorité, recul, temps de silence, autant la solitude choisie avec clarté pour se ressourcer, ce qui est peu fréquent encore dans nos sociétés de masse où on fait tous ensemble sur le même tempo, mais également la capacité à accueillir la solitude qui n'est pas choisie, tranche de vie, solitude au sein d'un couple qui n'est plus heureux, solitude après un couple qui s'est défait, solitude après un deuil. Comment vivre ça avec capacité de ressourcement et d'inspiration si nous n'avons pas une estime de nous bien ancrée? C'est ça que je vous propose d'observer en nous. Qu'est-ce qui fait que l'estime de soi est un enjeu si essentiel et que tant de personnes en manquent? D'après les chercheurs, et sans doute qu'il y en a parmi vous qui ont fait ces constats, ce que je rencontre, ce que j'étudie sur la question, à peu près 90% d'entre nous manquons d'une juste estime de soi. Ce n'est pas un petit enjeu, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Qu'est-ce qui fait que nos systèmes éducatifs, nos systèmes de valeurs, nos rapports parents-enfants, nos systèmes institutionnels, organisationnels, etc., n'encouragent manifestement pas la bonne estime de soi? C'est comme si ce n'était pas au cœur de la préoccupation de l'éducation, alors qu'au fond, c'est l'essence. À quoi ça sert de devenir un magnifique ingénieur qui sait construire des ponts si j'arrive pas à vivre une vie intérieure nourrissante, me permettant d'avoir des liens affectifs paisibles, tranquilles, féconds? Est-ce qu'on n'a pas inversé les choses en poussant notre cerveau gauche à fond, en oubliant les enjeux d'intelligence émotionnelle, relationnelle, etc. Donc, nous pouvons voir que à peu près 90% selon les spécialistes de la question, c'est beaucoup, et que nous pourrons nous demander mais d'où ça vient. Il y a des personnes qui ont d'emblée une bonne estime de soi, et j'espère qu'il y en a parmi nous, bien sûr, c'était pas mon cas du tout.
Et si c'est le cas, souvent c'est lié à l'apprentissage de l'estime de soi comme une langue maternelle. Je baigne dans un climat qui favorise cela. Je suis soutenu, encouragé, je sens l'amour, je sens que l'on cadre ce qui a besoin d'être cadré, on encourage ce qui a besoin d'être encouragé, et donc je me déploie dans une joyeuse expansion de moi-même que la plupart du temps, lorsque ça se passe, expansion de moi-même que je vais mettre au service des autres. Parce que lorsque je suis bien là, j'ai envie de propager ce bien autour. Mais quand je ne suis pas bien là, alors j'entre dans des mécanismes d'avidité pour avoir par l'extérieur ce que j'arrive pas à vivre par l'intérieur. Et ce qui crée une bonne estime de soi, vous l'aurez certainement perçu, c'est donc une qualité de présence aimante. Beaucoup de présence et beaucoup d'amour. Pas juste de la présence aimante. Et je ne serais pas surpris que parmi vous, il y ait des personnes qui étaient entourées de beaucoup de présence, mais pas forcément aimantes, et qui ont pu être meurtries d'un mouvement de sourcils moqueur. La non-violence, c'est pas juste les coups, les blessures, hein. C'est pas les baffes, les gifles et les fessées. C'est parfois juste un regard assassin qui a compromis l'estime de soi fragile du petit enfant en croissance. Et dans mon métier de thérapeute, j'ai pu accompagner bien de personnes, à commencer par moi-même, et qui ont encore comme une blessure très fine, comme un petit coup de rasoir qu'on ne voit pas, mais qui est profond. Des attitudes comme ça qui sont dans le non-verbal et qui ont ébranlé parce qu'elles n'étaient pas aimantes, ces attitudes. Il y avait de la présence, hein, mais pas un amour inconditionnel où je veille à ce que cœur, corps, esprit, tout mon amour s'exprime, même quand je ne suis pas d'accord, même quand je suis en colère, je m'indique par mon langage. Souvent nous avons manqué de ça. Je vous donne un exemple tout simple. Nous avons entendu des choses comme « je ne t'aime pas quand tu es comme ça, va dans ta chambre ». Au secours, je suis dans ma chambre et l'amour m'est retiré. Pour récupérer l'amour, je dois changer et revenir racheter l'amour. Il y a un moment d'extrême solitude, je ne t'aime pas quand tu es comme ça. Il y a des moments où on ne m'aime pas. Ah, ça crée profonde solitude et une profonde angoisse existentielle qui fait que l'on se dit, mais pour obtenir l'amour, je dois m'adapter, je dois avoir un comportement adéquat, quêter par l'extérieur ce que je ne ressens pas par l'intérieur. Qu'est-ce que nous aurions aimé entendre quelque chose comme « et je t'aime profondément parce que tu es mon enfant chéri ou mon élève que je respecte. Tu auras mon amour inconditionnel à vie, ça c'est sûr. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu viens de dire ou de faire. Et je souhaite que tu l'entendes. » Et clarifier pour que l'enfant parte en disant effectivement, là ce que j'ai dit ou fait, c'est pas tout à fait correct, mais je sens tout l'amour qu'on a pour moi et ça m'encourage. Sécurité profonde. Sécurité profonde. Cette clarté manquait aux éducateurs précédents qui, croyant bien faire, nous envoyaient en disant « je ne t'aime pas quand tu es comme ça, oh, au secours ». Il y a un enjeu de sécurité intime, vous voyez, qu'il faut parfois prendre des années à découvrir. Personnellement, je suis entré en thérapie parce que je courais trop vite, je faisais trop de choses, j'étais suroccupé, j'étais hyperactif, dirait-on aujourd'hui. Et dans cette course éperdue, je n'arrivais pas à me reposer, à me poser, et en tout cas, je n'arrivais pas à créer un couple qui dure. J'avais des relations amoureuses, mais personne ne voulait se lier avec un zombie pareil. Et donc je suis entré parce que je voulais comprendre mon rapport au temps, et pacifier mon rapport au temps. Pas du tout parce que je croyais manquer d'estime de moi. Je pensais avoir une bonne estime de moi, j'avais mes copains, mes copines, mes sorties, mon métier marchait bien, enfin tout allait bien. Le thérapeute, évidemment, grattant au bon endroit, me dit « mais pourquoi vous en faites tant ?»« Ah, mais je vais m'engager pour être responsable, pour prendre ma place dans la société. »« Oui, mais pourquoi tant ?» Ouh là là, qu'est-ce qui m'énervait. Qu'est-ce qui m'énervait. Salutaire colère, qui est partie évidemment contre lui par le mécanisme très utile de projection, mais qui est revenu vers moi. J'ai réalisé, avec beaucoup de... Excusez-moi, je vais détendre cette chose. Voilà. J'ai réalisé que je mettais 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de ce qui me restait d'énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Qu'est-ce qui reste pour vivre ma vie propre? Rien. J'étais suradapté, un surgentil, suradapté aux attentes extérieures. Comment est-ce que je vais plaire? Comment est-ce que je vais éviter de déplaire? Plus d'énergie pour la créativité, pour l'élan de vie, pour aller dans une joyeuse expansion de moi-même au service des autres. Plus rien du tout. Si je vous raconte ça, c'est qu'après j'ai rencontré, comme thérapeute, énormément de personnes piégées dans le même système. La peur de déplaire.
Et donc on peut se demander effectivement d'où viennent les pièges. Qu'est-ce qui empêche cette estime de soi pourtant si cruciale pour bien vivre? Alors il y a à mes yeux d'abord un piège de culture ambiante. Nous sommes les héritiers d'un certain passé, c'est inévitable, ça fait partie de l'histoire. Et la culture ambiante, je l'appelle dans mon travail une culture du malheur. Nous sommes héritiers d'une culture du malheur. On a vécu des guerres tous les 30 ans jusqu'à 70 ans à peu près. L'Europe était un champ de bataille. On a vécu des rapports de force, de pouvoir, domination, soumission, manipulation, séduction. On a vécu beaucoup de misère dans les campagnes, mais également dans les villes. On a vécu beaucoup d'abus avec dans l'histoire, depuis le Moyen-Âge, l'époque industrielle, etc. Et donc on peut comprendre que le disque dur se soit imprégné par cette petite phrase tragique « On n'est pas là pour rigoler. On est là pour en baver. » C'est comme ça. Et je vois un impact sur l'estime de soi de cette petite phrase que l'on boit de façon subliminale avec le lait maternel la plupart du temps, c'est qu'il y a une sorte d'interdit à être joyeux, à être heureux, à aller de mieux en mieux. Il y a cette petite phrase qui dit « on n'est pas là pour rigoler. » Je l'ai identifié dans mon travail comme un vaccin anti-bonheur. C'est-à-dire que si vous demandez aux gens, si vous demandez vous-même qu'est-ce que tu rêves de vivre dans ta vie, ben, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de rendre mes enfants heureux, j'ai envie que tout le monde soit heureux autour de moi. Évidemment, bien sûr, c'est notre élan de vie profond, on y reviendra. Toutefois, la seule personne qui vous en empêche, c'est vous. Par des mécanismes d'auto-sabotage qui vous font la plupart du temps douter de la légitimité à aller vers un état de bonheur de plus en plus grand. Ça va me coûter cher, je vais avoir un retour de manivelle, c'est trop beau pour y croire. Et personnellement, j'étais vraiment dans cet état-là en thérapie dès que je me suis rendu compte que lorsque le bonheur s'installait dans ma vie de façon durable, une relation amoureuse qui aurait pu se stabiliser, par exemple, je trouvais ça trop beau. Et il y avait une partie de moi qui disait, c'est trop beau pour être vrai, ça risque de m'être retiré. Or, je n'aime pas perdre le contrôle, alors pour garder le contrôle, je me le retire moi-même. Sabotez votre bonheur, comme ça vous avez le contrôle. Alors si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est que c'est pas facile à observer ça dans la chaise du discernement. C'est pas papa, maman, l'éducation, le milieu, machin truc, mon boulot, les gens, la société qui m'empêchent d'être heureux, c'est moi-même. Et pourquoi ça? Mais parce que je ne me connais pas suffisamment. Je n'ai pas une bonne estime de moi, je manque d'estime de moi. Accepter ça, c'est évidemment la clé de la capacité à prendre en compte l'estime de soi. Mais il y a plein de résistances qui disent « Mais non, ça va très bien, j'ai mes copains, j'ai mes copines, j'ai des beaux costumes, je gagne ma vie, tout va bien. » Une partie de nous est en résistance. Et ça demande donc un peu de courage et aussi d'humilité. Deux valeurs qui ne vont pas forcément ensemble et qui cependant, vous l'aurez sans doute perçu dans vos propres pratiques, la clé du discernement. Courage, je m'installe avec la partie inconfortable de mon être, je m'installe avec mon ombre, et humilité, j'accepte que mon fonctionnement jusqu'ici n'est pas le seul et que peut-être je pourrais fonctionner autrement. Et c'est ça qui permet de descendre dans l'intime de soi pour se dire effectivement là, je manque d'estime de soi, il est peut-être temps que je m'en occupe. Pardon, que je prenne ça en compte. Constater le piège pour pouvoir en sortir. La seule façon de sortir d'un piège, c'est de constater qu'on est pris dedans. Si vous ne savez pas que vous êtes pris dans le piège d'un manque d'estime de soi, vous continuez comme avant et vous n'améliorez rien. Ça n'est pas forcément confortable pour vous. Ça n'est pas forcément confortable pour les autres. Je vous donne deux exemples dans lesquels sans doute vous pourrez retrouver des choses qui vous parlent. Il y a l'exemple extrême du manque d'estime de soi, c'est l'ego hypertrophié. Dans le travail de groupe, dans l'entreprise, dans l'associatif, etc., dans les familles également, la personne qui a l'ego hypertrophié, c'est celle qui a tout fait. Tout le mérite lui revient. À la réunion de travail, à la réunion d'équipe, elle veut absolument toute la reconnaissance. C'est pompant. On a envie de lui dire, écoute, t'as fait ta part, mais t'étais en équipe, il y en a d'autres, hein, t'es pas tout seul, balaye un peu devant ta porte. Travaille un peu une juste estime de toi, parce que tu nous pomplaires avec ton ego hypertrophié. Alors on le dira plus, de façon plus feutrée peut-être. C'est un peu ça qu'on a envie de lui balancer, à lui ou à elle. De l'autre côté,
de l'échelle de manque d'estime de soi, il y a la surtimidité. J'ose pas exister. J'ose pas prendre ma place. Je suis là au bord de la piscine, mais j'ai trop peur de rentrer dans l'eau. J'ai un bel instrument, comme était évoqué tout à l'heure, mais j'entre pas dans la symphonie. Je reste derrière le rideau en coulisses. Non, j'ai trop peur que mon instrument ne soit pas accordé et de faire une fausse note, donc allez-y, jouez sans moi. Et dans l'entreprise, dans le travail, dans l'associatif, ça se joue. On a envie de dire à la personne qui se rallie systématiquement à l'opinion des autres, vous savez mieux que moi, vous êtes depuis plus longtemps dans le projet, Non, en fait, lui dire, attends, on ne te paye pas pour te rallier systématiquement à l'opinion des autres. Apporte ta couleur, apporte ta note, apporte ta vibration. Nous sommes vraiment là pour apporter le meilleur de nous-mêmes, pas pour le perdre. Vous voyez, vivre à côté de quelqu'un qui n'ose jamais prendre sa place, ça peut être fatigant. Ça n'est pas heureux pour elle, ça n'est pas heureux pour les autres. Nous avons donc besoin, ensemble, de développer notre estime de nous, de nous encourager mutuellement à ça. Peut-être que nous pouvons avoir un bénéfice à regarder certains pièges que je vois beaucoup dans mon travail. Vous les aurez, ceux qui ont déjà vu d'autres conférences, les auront déjà entendus, parce que ce sont les pièges qui nous amènent à être gentils. Rappelez-vous l'éducation qu'on a reçue. Gentil au sens où j'entends dans mon bouquin, gentil de surface, de façade, je ne parle pas de vraie bonté et de générosité, évidemment. Nous aurons souvent entendu des petites phrases comme « tu serais gentil de ranger ta chambre »,« tu serais gentil de m'aider un peu au jardin ou à la cuisine, puis d'aider papa au commerce, puis tu serais gentil de mettre ta belle robe ou ta belle chemise pour aller chez bonne maman dimanche, et puis tu serais gentil de me ramener des bonnes notes de l'école ». Ça, c'est ce que nous avons entendu. Mais ce qui s'est encodé est d'un tout autre ordre. Et c'est ce qui s'est encodé qui peut nous manipuler notre vie durant, nous-mêmes n'étant qu'une sorte de Pinocchio dont les fils sont tirés par cet inconscient. Oui. Et ce que nous avons encodé, ce n'est pas « tu serais gentil de ranger ta chambre », mais « je t'aime si tu ranges ta chambre ». Je t'aime si tu accomplis les tâches que je te demande maintenant. Je t'aime si tu mets le vêtement que je choisis pour toi parce que c'est moi qui sais. Et enfin, je t'aime si tu ramènes des notes rassurantes de l'école et me rassure, moi, ton parent inquiet qui ne sait pas gérer ses angoisses par l'intérieur parce que moi-même, je manque d'estime de moi et donc de confiance en moi et forcément de ce fait, manque de confiance en l'autre et en la vie. Et j'ai besoin d'être compensé par l'extérieur. Mécanisme extrêmement classique. Je ne dis pas un instant que c'est ça que les parents disaient. Mon propos n'est pas une critique. Mon propos est une tentative de comprendre l'enclenchement du piège pour pouvoir s'en sortir. Ce que je dis, c'est que souvent, dans le cœur d'enfant que nous étions, ça s'est encodé comme ça. C'est pas ce qui était dit, c'est ce que nous avons compris de ce qui était dit. Et c'est cette réalité-là qui peut nous piéger dans une mésestime de nous, puisque nous allons avoir l'impression que pour obtenir l'amour, la considération, l'écoute, l'attention, il faut faire quelque chose. Et il résulte 5 pièges de ça, que je passe rapidement en revue, parce que c'est pas tout à fait le thème d'aujourd'hui, mais juste pour se rappeler que ça peut être intéressant dans nos pratiques d'être attentif à ça. Le premier piège, c'est le piège du faire, F-A-I-R-E. Je l'ai évoqué à l'instant en vous rappelant mon propre parcours. J'étais piégé dans les choses à faire par manque d'estime de moi, par crainte de déplaire ou de ne pas plaire. Comment ça s'enclenche ce piège? Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, on n'est pas plus bête qu'un autre. Moi j'ai très vite compris, j'avais de bons parents, présents, généreux, attentifs, donc c'est pas du tout une critique des parents, mais j'ai vite compris que, tiens, si je fais, vous m'aimez. Ah. Si je fais bien, vous m'aimez bien. Hein? Si je fais bien et beaucoup, vous m'aimez bien et beaucoup. Et c'est parti pour la course. Je vais faire bien, 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 beaucoup, 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 pour obtenir beaucoup, 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 et bien, bien, bien d'amour. Quel rapport avec l'estime de soi, vous direz? Mais vérifiez vous-même. Vous sentez-vous aimé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites? La réponse est souvent claire. Il faut que je fasse pour être aimé. Il faut que je sois à la hauteur des attentes de mon conjoint. Il faut que mon patron voit que je suis dévoué, engagé, et que je fais des longues heures. Je me mets la gomme. Je dois être sur tous les fronts à la fois, sinon je ne suis pas digne d'amour. Et c'est parti pour frôler le burn-out. Un mécanisme qui demande de comprendre la relation d'amour à soi, à l'autre et à la vie. Est-ce que je peux percevoir que mes parents m'aimaient inconditionnellement, même si je n'étais pas à la hauteur de toutes leurs attentes?
Et si je crains cela, est-ce que je peux au moins m'apporter à moi-même un amour inconditionnel, quels que soient mes résultats? Est-ce que moi-même, je m'aime pour ce que je suis? Ou est-ce que je ne m'aime que pour ce que je fais? En voulant toujours être au top en tout, tout le temps. Au top en tout, tout le temps, c'est le burn-out, hein? On y voit vraiment un enjeu de société. On a largement dépassé les enjeux du développement dit personnel. Maintenant, on est dans du développement social. Et je dirais même du développement social durable. Nous avons besoin de ce travail de discernement pour trouver notre sens, nous ajuster le tempo juste. Et j'en parle comme quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à vivre à un rythme qui n'était pas du tout le mien. J'avais vu mes parents courir beaucoup, pas beaucoup de moyens, il faut s'accrocher pour vivre, il faut... Ouais. Et donc, j'en ai entendu, on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et donc, je m'étais mis dans la course. Et ma course, c'est pas ma nature. Moi, j'aime vivre doucement, tranquillement. Il a fallu des années pour comprendre ça. Piège du fer, donc. Est-ce que nous pouvons donc travailler la conscience que je suis digne d'amour, quoi que je fasse, par ma simple nature d'être humain, par ma simple nature d'être vivant, comme la moindre fleur qui pousse sur un talus qui est digne de respect et d'attention, parce que je participe à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Par le simple fait d'exister, je suis digne. Nous pouvons percevoir qu'il y a une dimension spirituelle à cet enjeu-là, vous mettrez le mot comme vous voulez, une dimension d'esprit, de sensation d'appartenir à quelque chose qui est beaucoup plus vaste, qui va au-delà de la simple psychologie. La psychologie nous aide à comprendre une mécanique, et c'est précieux quand on est en panne de comprendre la mécanique, mais ça ne nous donne toujours pas la direction. Avoir une voiture qui marche parfaitement sans savoir où on va, ça n'a pas beaucoup de sens. Tandis que quand on entre dans cette considération, je suis digne d'amour parce que toute chose vivante est digne d'amour, et que j'appartiens à tout un monde qui est digne d'amour, ça change complètement la perspective. Je me respecte, je te respecte, je respecte les choses, les vivants, les rythmes, les saisons, les cycles. J'appartiens à un monde qui a des cycles. On ne fonctionne pas avec des clics sur Google. Ça, c'est une invention humaine, pertinente pour certains aspects, mais qui peut nous couper de la conscience de nos rythmes. S'asseoir donc avec soi-même pour retrouver l'écoute de l'être intime. Pourquoi je fais les choses si vite? Pourquoi je ne les ferai pas plus doucement? Pourquoi je suis dans l'action-réaction dès qu'on me pose une question ou qu'on me critique? Pourquoi je ne pourrais pas écouter ce que l'autre sent avant de répondre et avoir d'abord de l'empathie pour l'autre, sans entendre une critique, mais en entendant sa détresse ou sa tristesse? Comment est-ce que je peux me positionner tranquillement, sans agresser en retour, sortir de la partie de ping-pong tragique qui divise tant d'êtres? Comment est-ce que je peux apprendre à pivoter sur mon être pour quitter quelque chose qui ne me convient plus et aller vers quelque chose qui me convient mieux? Ancrage. Et également inspiration. C'est le premier piège qui peut nous empêcher, la bonne estime de soi, le piège du fer. Nous avons besoin collectivement de quitter l'âge du fer et d'entrer dans l'âge de l'être. Deuxième piège qui peut nous compromettre, toujours résultant de cette éducation, en tout cas de l'impression, au sens propre, ça s'est imprimé en nous, que l'amour pouvait être tiré si nous n'étions pas à la hauteur, c'est effectivement la difficulté d'avoir une bonne estime de soi et de sentir qu'on est aimé pour ce qu'on est derrière le piège du fait. Donc souvent nous sommes dans une sorte d'attente d'être aimé, d'être reconnu, et là tout va bien, mais si nous ne sommes pas aimés, reconnus, rien ne va bien. Grande fragilité. Troisième piège, la difficulté à bien accueillir la différence, à en faire bon usage. Lorsque j'ai l'impression que je suis aimé, si je suis même, si je corresponds aux attentes, ben je me coule dans le moule, j'essaie d'être pareil, d'être semblable, de correspondre. Pour pouvoir grandir, j'ai besoin d'accueillir ma différence. Je suis différent. Moi, j'ai besoin d'accepter mon rythme est plus doux que celui dans lequel j'ai grandi. J'ai eu besoin de travailler sur ma sensibilité. Ma sensibilité est plus grande que celle qui est admise. On était trop sensible, plains-toi. Attends, je me suis plainté longtemps, mais j'en avais marre. J'ai appris à utiliser ma sensibilité comme outil de travail. Mais avant, c'était quelque chose qui me piégeait. Accepter sa propre différence, c'est, figurez-vous, ce qui petit à petit nous permet d'abord d'être plus heureux nous-mêmes, mais d'accepter la différence de l'autre. Si moi je me suis racrapoté, on dit en belge, quand je dis ça en France ils éclatent de rire, racrapoté, je dis recroquevillé alors, pour ne pas déranger l'institutrice, papa-maman, les grands-parents,
je risque de passer ma vie à crapoter parce que c'est le réflexe que j'ai intégré. Mais si quelqu'un un jour est en expansion, joyeux, annonce des choses, a des idées différentes, j'ai dit, allez, crapote toi aussi, hein. Si l'autre pense différemment, a des idées philosophiques différentes, des idées religieuses différentes, des idées politiques différentes, j'ai envie de lui dire, rentre dans l'ordre. Je suis rentré dans l'ordre aussi, moi. Hein. Ou alors rentre chez toi, si par malheur, tu viens de loin. On voit l'enjeu citoyen du travail d'une bonne estime de soi. La capacité d'accueil de l'être que je suis, et plus je m'accueille moi-même dans ma différence, plus je suis capable d'accueillir l'autre, même s'il est très différent, sans avoir l'impression que ce soit une menace. Mais si j'ai une estime de moi fragile, je voudrais que tout le monde soit dans les mêmes clous, dans les mêmes cases. Ça peut générer beaucoup de violence. Et il est encore rare que dans nos régions, on considère l'estime de soi comme un enjeu de santé publique. Je disais ça jusqu'à peu. Depuis peu, je dis que c'est un enjeu de sécurité publique. Tout citoyen qui va à l'école devrait avoir l'occasion, avec les apprentissages traditionnels que sont lire, écrire et calculer, devrait avoir l'occasion d'apprendre à savoir qui il est, comment il se sent, ce que son ressenti dit de lui. Qu'est-ce qui le met en joie dans une joyeuse expansion créatrice de lui-même? Et je suis convaincu que chacun a des talents, petits ou grands, mais peu importe, pour être dans un état de joyeuse expansion au service des choses, et des gens. Mais il a également besoin d'apprendre qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le rend seul ou impuissant, qu'est-ce qui le fout en rage, et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. Vous ne pouvez pas un dessin, c'est l'actualité cruciale de ces dernières années. Comment nos systèmes ont généré des poches de frustration telles que les enfants de chez nous arrivent à exprimer leur frustration par une telle violence que les attaques terroristes que nous avons subies. Il y a vraiment à repenser le vivre ensemble. La façon d'apprécier, d'encourager, de permettre à chacun de développer le meilleur de lui-même, d'être écouté, d'être connu, de se sentir dans une joyeuse expansion. Et ça devrait commencer depuis la maternelle, évidemment. Pour que ce qui a colère, tristesse, désarroi, ras-le-bol, ça se dise avec des mots. On n'est pas dans un monde de bisounours. On a juste besoin de pouvoir se dire nos frustrations mutuelles avec clarté, dans le respect. L'accueil de la différence, c'était le troisième piège. Le quatrième piège, c'est la capacité à dire non, à temps, dans la bonne mesure, à la bonne personne. De nouveau, si je n'ai pas une bonne estime de soi, j'ai du mal à faire ça. Et assez souvent, les systèmes éducatifs tels qu'ils ont prévalu jusqu'ici, je ne t'aime pas quand tu dis non. Il faut dire oui. Ah bon, si je dis oui, je suis admis. Alors je finis par dire des oui pour être gentil. Puis je déborde. Moi, j'étais un avocat très gentil. Le cabinet dans lequel je travaillais disait, tiens, prends ce dossier parce que je n'ai pas le temps. Oui, merci de ta confiance. Et prends celui-là aussi parce que je n'ai pas le temps. Ah oui, parfait, merci beaucoup. Et celui-là aussi. Là, puis j'étais derrière un mur de dossiers, à me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour gérer tout ça? Apprendre à poigner, top, j'ai assez de travail là pour 15 jours au moins. Je n'ai pas la disponibilité, je ne pourrais pas te donner l'avis à temps. Si tu as un avis rapide, trouve quelque chose, débrouille-toi, mais moi je ne peux pas le faire. Apprendre à dire non, attends, avant que ça déborde. Ça demande un ancrage, vous voyez. Et ça demande d'accepter que moi je veux être apprécié pour ce que je suis, pas pour ce que je fais, pour ma valeur intrinsèque, pas parce que je suis gentil, voire bonasse. Solide nuance, hein. Et enfin, le dernier piège, c'est la difficulté à faire bon usage des émotions. Si l'ambiance autour de moi m'a demandé d'être gentil, sage, faire un beau sourire, donner la belle main, tout ça, là j'ai du mal à vivre la colère, la tristesse, le désarroi, la solitude, la perte de sens. Or, qui dira que ces moments-là ne se vivent pas dans une vie d'homme ou de femme? Ça fait partie du processus. Chaque enfant, quand il est en colère, devrait être encouragé à comprendre sa colère. T'es en colère, raconte-moi ta colère. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as envie de tout bousiller, tu as envie de hurler. Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ah, t'es triste parce que tu aurais voulu garder ton jouet et tu l'as pas eu, c'est ça que tu veux dire.
S'il te l'avait demandé, tu lui aurais donné, mais il te l'a pris. Hein? Donc tu aimerais du respect, qu'on se parle, plutôt qu'on fasse des gestes. C'est ça. Ah, j'apprécie ton souhait du respect. Je comprends. Tu veux qu'on aille lui parler? Je vais voir. Il n'y a pas colère par hasard. Il y a colère parce qu'il y a du vivant. Et je valide le fait qu'on a le droit d'être en colère. On n'est pas dans un monde de bisounours. Je ne demande pas d'être gentil pour me rassurer. Tous mes petits élèves sont bien gentils. Il n'y en a pas en colère. Comme les gens qui disent dans leur couple, moi, on n'a jamais de conflit. Ah bon? Ça va durer combien de temps? Il vaut mieux un couple de friction qu'un couple de fiction. C'est une amie thérapeute, Bettina de Pau, qui formule ça comme ça. J'adore sa formule. Et la friction, ça fait partie de nos vies. On est tellement différents et ça peut être extrêmement fécond. C'est d'ailleurs souvent fécond, la friction. C'est l'occasion d'une éclosion féconde. Ça demande d'accueillir ce moment-là avec sécurité et ouverture. Donc, les sentiments désagréables ne sont pas forcément intégrés dans nos éducations. Or, ils font partie de nos vies. Nous avons besoin d'être encouragés à les vivre en toute conscience. Ceux qui pratiquent un peu de CNV savent que les sentiments sont comme des clignotants sur un tableau de bord. C'est aussi pertinent que de conduire sa voiture et d'avoir un clignotant qui dit « Attention, tu as besoin d'essence !» « Ah bon, j'ai besoin d'essence, où est la pompe ?» Ça n'est pas confortable à 7 h du soir quand on quitte le boulot et qu'on aimerait rentrer rapidement à la maison de voir qu'il y a un clignotant qui te dit « Attention, tu as besoin d'essence, c'est sur la jauge. » Ça n'est pas confortable, mais qui va dire que c'est négatif? C'est drôlement positif d'avoir un clignotant qui dit « Si tu roules plus de 20 km, t'es en panne. » Et on t'aura prévenu. Ne mélangeons pas les registres. Dans nos sociétés qui voudraient que tout soit tout le temps tout parfait et qu'on compense tout par l'extérieur, dès qu'il y a un peu d'inconfort, on dit que c'est négatif. Ben non, c'est inconfortable et drôlement positif. Parce que je vais pouvoir prendre mesure du besoin à temps. Eh bien, le clignotant colère sur mon tableau de bord intérieur est utile. Il indique qu'il y a des besoins qui attendent d'être respectés peut-être depuis longtemps. Et sous la colère, vous l'aurez sans doute perçu par vos pratiques, très souvent, il y a de la peur, et il est peut-être temps que je comprenne que j'ai peur. Il y a de la tristesse, et il est peut-être temps que je comprenne pourquoi je suis triste. Hein. Et il y a de la lassitude. Et il est peut-être aussi temps de réaliser que je suis lassé, que j'en ai ras-le-bol de quelque chose qu'il est peut-être temps que je mette en changement. C'est souvent ce qui se passe sous la colère. C'est précieux d'écouter la colère en soi, mais c'est aussi précieux d'écouter la colère en l'autre pour pouvoir retrouver le nous. Il n'y a pas je et tu. Ça, c'est une vieille habitude de la culture du malheur. Hein. Nous sentons bien l'aspiration, et particulièrement aujourd'hui, devant les enjeux de la planète, de revivre le nous. Le nous tous. Le nous tout le vivant. Ça se vit bien sûr dans le couple, dans la famille, dans l'équipe de travail, mais sur le plan macro de notre planète, on ne peut pas continuer à avoir des pays qui polluent et d'autres qui mettent des restrictions. On est embarqué dans la même embarcation. Et donc, nous avons un nous collectif qu'il est temps de réveiller pour sentir qu'on est tous co-responsables. Et ça commence tout petit, dans nos échanges. On crée du nous partout. On crée du nous partout. On lâche les rapports de force, les rapports de pouvoir. Et pour moi, l'écoute des sentiments et des besoins a été vraiment une clé. J'ai été drillé pour vivre dans des rapports de pouvoir. Comme avocat, on a raison ou on a tort, quoi. Et si on a raison, boum, on fonce. Mais ça fait des dommages collatéraux considérables. Je caricature un peu le métier parce qu'il a aussi de bien beaux aspects, bien évidemment. Mais cette façon de fonctionner ne me convenait pas. J'ai profondément à cœur de créer du nous. Qu'est-ce que toi tu vis? Où est-ce que tu es? Ah, c'est là que toi tu es, c'est ça que tu voudrais? Ok. Tu veux bien écouter où je vis, moi, et ce que moi je voudrais? Ok. Voilà ce que moi je voudrais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, et toi, et moi, et donc nous, soyons bien? Ça s'apprend. Je vais me mettre une bonne heure de méditation tous les matins, vous ne le ferez jamais. C'est pas une demande réaliste. Dites-vous, je vais faire 3 minutes de méditation. Ça, c'est réaliste. Et en goûtant, savourant profondément ces 3 minutes, au début, la saveur n'est peut-être pas tout à fait là. C'est une courbe d'apprentissage qui est un peu lente, mais tout d'un coup, la saveur de ce moment vous tient tellement à cœur que vous ne voudrez plus vous lever sans ça. Exactement comme les mesures d'hygiène physique se sont intégrées il n'y a pas si longtemps
dans nos vies, hein, il y a 50 ans, dans la campagne où j'habitais dans la province de Luxembourg, petit village ardennais, rural, rien que des fermes. À l'école du village, tous les gamins avaient perdu leurs dents à 12-13 ans. Ils bouffaient des sucreries, ils ne se brossaient pas les dents, et à 18 ans, ils auraient un beau râtelier pour pouvoir trouver un compagnon de vie. Il n'y avait pas de baignoire, on se lavait dans une bassine d'eau chaude il y a 50 ans devant la cuisinière, hein, c'est pas vieux. Hein. Et il n'y avait pas de toilette dans les maisons, c'était un cabanon près du potager. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, j'ai gardé la maison familiale dans ce même village, tout le monde a des salles de bain, tout le monde se brosse les dents, et les toilettes sont évidemment à l'intérieur. C'est surprenant. Moi, j'avais la chance de grandir dans une famille bourgeoise où les rituels de se brosser les dents étaient déjà intégrés. Voilà, c'est juste une petite différence. Figurez-vous que ma copine de l'époque, qui avait perdu toutes ses dents, elle habitait la ferme en dessous de chez nous. Elle était très sympa, on rigolait beaucoup. On jouait énormément. Ben, elle est devenue la dentiste de la région. C'est bon comme pivotement. Vous voyez qu'en 50 ans, il vient à l'idée de plus personne de sortir le matin sans s'être brossé les dents, sans avoir changé ses vêtements, s'être habillé, prendre une douche régulière. Ça fait partie d'une hygiène physique complètement intégrée dans nos vies, vous voyez. On n'y pense même pas. Je pense que dans les années qui viennent, nous allons intégrer des mesures d'hygiène psychospirituelle du même ordre. Je prends soin de mon intériorité. Je m'assois dans la chaise du discernement. Je sonde mes parties d'ombre. Je revisite mes choix. Je réaligne mes priorités. Je me laisse rêver de la vie que je veux avoir, si c'est pas vraiment celle que je vis là maintenant, pour sentir que ma boussole elle va par là. Ah, et pour aller par là, ben, j'ai peut-être besoin de lâcher ceci et ça. Ah bon, ça me vaut ça. Ben, je goûte, je sonde. C'est pas un clic sur l'ordinateur, hein. Mais petit à petit, si je fréquente, je suis dans cette fréquence. La vibration m'attire. J'ai envie d'aller par là. Je commence à aimer la nouvelle vie dont j'ai le projet. Je deviens aimant. Et ça aimante. Je demande à personne de me croire, hein. Mais juste d'entendre cette capacité que nous avons d'attirer à nous ce que nous voulons, parce que nous commençons à le désirer de tout notre être. Et que nous avons utilisé le discernement pour sortir de nos pièges, de faire. Sortir du piège d'être toujours dans le regard de l'autre, sortir du piège d'avoir peur de la différence, sortir du piège de dire toujours des oui gentils ou d'avoir peur du non de l'autre, sortir des pièges de ne pas gérer ses sentiments. On a appris petit à petit à faire ça et on sent l'élan de vie. J'ai acquis cette conviction profonde qu'en chacun de nous, il y a un fil rouge. Nous avons un axe. Et nous sommes très heureux, très généreux, très joyeux, très frétillants quand on est sur cet axe. Et on peut être malheureux si on n'y est pas, malheureusement. Je vais vous le dessiner peut-être. Certains connaissent ce dessin, je le fais systématiquement dans toutes mes conférences, parce qu'il me paraît pouvoir soutenir notre réflexion. Voilà l'élan de vie, le fil rouge intérieur. Évidemment, par hypothèse, il est pratiquement tout droit. Et il est croissant, cet élan d'expansion. Depuis bientôt 25 ans que j'accompagne les personnes dans les cycles et saisons de l'existence et les méandres de la vie, il m'apparaît qu'il y a quelque chose de commun en chacun de nous. Nous cherchons à vivre cet élan. Nous cherchons à vivre nos besoins. Et au-delà de nos besoins, bien au-delà de nos besoins, la CNT est une clé pour dépasser nos sentiments, dépasser nos besoins et nous ancrer dans notre élan. Si on passe assez systématiquement du temps à bien comprendre les sentiments, à bien comprendre les besoins, c'est pas pour rester là, c'est pour poser son échelle et passer à un plafond supérieur qui est « je vis dans mon élan de vie ». Et je pense profondément que l'élan de vie, c'est de vivre un profond contentement intérieur dans la relation à soi, toutes les parties de soi, même l'ombre, dans la relation à l'autre, toutes les parties de l'autre, même son ombre, et dans la relation à la vie, à l'univers, au cosmos, à la nature, à la grâce, à l'esprit, à Dieu. Vous mettrez le mot que vous voulez sur cette troisième dimension à laquelle nous sommes nombreux à sentir que nous appartenons, quel que soit le vocabulaire qu'on emploie. Sur ces trois axes, nous cherchons cette expansion de nous-mêmes. Un profond contentement intérieur, sur ces trois axes, de plus en plus stable, transportable à travers les difficultés, parce qu'on n'est de nouveau pas dans un monde de bisounours, on s'en prend parfois plein la figure, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a même des traumatismes. Cependant, nous aimerions sentir que l'état de paix ne nous quitte pas et qu'on traverse ça
et un état de paix intérieure qui se révèle par nature contagieux, qui rejaillit sur nos proches, sur notre entourage, sur les gens avec qui nous travaillons, avec qui nous vivons. Je crois profondément, c'est ma conviction depuis le temps que j'accompagne les personnes, que c'est ça que nous cherchons. Et qu'il y a des clés pour arriver là de plus en plus. Et que ces clés figurent dans la plupart des traditions, qui nous disent la même chose. La plupart des traditions nous disent « apprends à ralentir, apprends à t'asseoir et apprends à laisser tout doucement le seau du discernement descendre dans le puits de la connaissance universelle et infinie qui est là, à l'intime de toi, et auquel tu ne peux accéder que si tu es dans cette posture de silence et d'arrêt. Et tout ce dont tu as besoin pour vivre te sera prodigué. Alors vous mettez les mots sur ce que vous voulez sur cette ressource dont nous parlent la plupart des traditions. Je peux voir qu'elle existe dans ma propre vie considérablement, mais également dans la vie des gens que j'accompagne. Dès que la personne commence à s'asseoir, à s'intérioriser et à se laisser pivoter à l'intérieur d'elle-même pour aller à son essence en quittant les personnages, les masques, les maquillages, les cuirasses, les épées, les casques que l'on a mis pour se protéger dans la vieille culture de rapport de force, et que la personne descende à sa sensibilité dans les valeurs féminines évoquées au tout début de cette conférence. Intuition, écoute, empathie pour l'humain que je suis, douceur profonde, collaboration et synergie de toutes mes parties, intelligence collective de tout mon être. Lorsque la personne entre dans cette capacité à vivre unifiée, en créant le premier nous dont nous avons besoin sur cette planète, je crée un nous profond à l'intime de moi. Il y a une partie qui tire à U, une partie qui tire à l'IA. C'est réconcilié. Quand la personne entre dans ce travail-là, elle devient inévitablement généreuse de sa nature profonde. Elle la met au service. Il n'y a plus d'ego contracté qui a peur de manquer. Il n'y a plus d'ego portifié qui a besoin d'écraser pour se sentir vivant. Il y a un être au service. On peut s'interroger, qu'est-ce qui fait que Mandela, Gandhi, Martin Luther King, plus proche Václav Havel, ont réussi à faire des transformations sociopolitiques considérables, inimaginables quelques années avant, et donc avoir un impact bien concret, pas vraiment de bisounours de haut. Et bien observez que ces personnes ont toutes eu de longs moments d'intériorité, pas forcément choisis, puisqu'ils ont fait tous de l'emprisonnement, et qu'ils ont utilisé cette circonstance pas forcément confortable, c'est le moins qu'on puisse dire, pour grandir en conscience. Et quand Mandela sort de 33 ans d'emprisonnement, et qu'il va retrouver le juge qui l'a emprisonné, c'est pas pour lui dire « je vais te faire la peau puisque tu m'as emprisonné », c'est pour lui dire « j'ai besoin de toi, tu es un magistrat, on va faire sortir le pays de l'apartheid ». On n'est plus dans l'ego, on est dans l'être, par le travail sur soi. Václav Havel fait la même chose, après 10 ans d'emprisonnement, il va retrouver la nomenclatura, la police qui l'avait enfermé, non pas pour lui dire je vais me venger parce que je suis président maintenant, mais parce que vous êtes la police, vous connaissez le pays, on va faire sortir le pays du marasme soviétique. On est dans le nous. Il n'y a plus de petits jeux vengeurs face à un tu agressif. Il y a du nous. C'est à ça que nous arrivons lorsque nous entrons dans ce travail de discernement. Qu'est-ce qui empêche d'être dans ce fil rouge? Eh bien, on va revisiter certains des pièges. Je crois que l'enfant en nous a pu par nature se sentir dans ce profond contentement. Pour avoir vu mes enfants grandir, j'ai 3 filles, être entouré de beaucoup d'enfants parmi mes frères et sœurs, etc. Je pense que l'enfant est joyeux par nature. On voit des enfants en joie dans des villes en ruine. Comment ils font? Ils jouent avec 2 fils de fer, 3 pierres, c'est incroyable. Il n'y a pas d'appréhension du futur, il n'y a pas de regret du passé. L'enfant, il est là, dans l'instant. À nous, adultes, il faudra des années de pleine conscience pour tenter de revenir là, alors qu'on y était. Alors, peut-être certainement j'ai entendu faire ça, désolé de répéter, mais ça peut nous éclairer. Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant qui est là, dans un profond contentement, à goûter l'instant, et qui souvent ne se sent pas séparé des choses autour de lui. Ça m'a frappé de me dire quand l'enfant court, prend son petit bain, là, dans la petite baignoire en plastique, il est, avec le canard jaune, il est à la fois eau chaude, baignoire en plastique, vague dans l'eau et canard jaune. Il est tout ça à la fois. Il est, quand il court dans les hautes herbes un peu plus tard, derrière les papillons, il est graminé, il est course, il est cheveux dans le vent, il est éclat de soleil.
Et quand il fait des câlins avec papa ou maman, il n'y a pas toi, papa ou maman, là devant, et moi gamin ici, séparés, divisés, il y a nous. Un nous nourrissant, un nous soutenant, un nous décloisonné, qui fait qu'on ne construira pas plus tard un nous autres par ici, avec les autres par là. Vieux système de séparation qui crée tant de souffrances sur notre planète, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans les syndicats, dans les entreprises, que ce soit dans les religions, bien évidemment. Il y a un nous tous, habitants de la planète. Alors cet enfant qui est dans cette conscience de l'instant, des parents bienveillants et des éducateurs bien intentionnés, et c'est parce qu'il y a si bonne intention qu'on ne voit pas le piège, pour être sûr de la qualité de son intention, ça demande un recul dans la chaise du discernement que malheureusement pas beaucoup de personnes ne prennent. Et ces enfants, il leur a entendu des choses comme on ne fait pas les choses parce qu'on est bien dedans. L'enfant naviguait sur son élan de vie, il chevauchait son élan de vie. On fait les choses parce qu'il est l'heure, parce qu'il est temps, parce que c'est par ici, mais jamais par là. On fait comme ceci, mais pas comme ça. Il faut étudier, étudier beaucoup, travailler, travailler beaucoup, trouver un conjoint, faire des enfants. Ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à belle-maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie, se conforme à la norme, se coule dans le moule et finit par prendre ce qu'il vit, sa façon d'être seul ou en couple, d'avoir des enfants ou pas, de travailler ou pas, de travailler beaucoup ou pas beaucoup, enfin tout ça, de parler sur ce ton-ci plutôt que celui-là, d'écouter ou de ne pas écouter, d'affirmer ou de proposer, et il prend ce qu'il vit pour l'exercice de sa liberté. Je suis un être libre, je fais ce que je veux. Sans mesurer à quel point il est pris dans des enfermements. Des enfermements. Dans des systèmes de pensée qui ne sont pas revisités, qui ne sont pas questionnés, ne sont pas remis en cause. J'ai toujours fait comme ça. J'ai vu qu'on faisait comme ça, mes parents m'ont traité comme ça, je refais la même chose. Il fonctionne comme ces pianos anciens dans lesquels il y avait un carton troué, rappelez-vous. Et le carton crée de la musique, sans doute, il y a de la musique, mais il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'impro, il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de nouveauté. Et le risque, voyez-vous, c'est que ça fait une vie un peu monotone, comme la musique monotone de ces pianos. Ça répète, ça répète, ça répète. Et ça devient vraiment anesthésiant. Pour beaucoup de nos contemporains, effectivement, la vie est anesthésiante. Il n'y a plus la jubilation de créer sa vie, d'être l'artiste aux commandes de l'instrument, participant à la symphonie évoquée déjà. Pour beaucoup d'êtres, c'est pas du tout ça la vie. Et le risque, voyez-vous, c'est que si je sens l'élan de vie qui va par là, j'aimerais tant, ça fait sens pour moi, mais ma vie est par ici, il faut, je dois. Ah, dans cette tension, ça fait comme une espèce de bouche de crocodile, voyez-vous. Eh bien, s'engouffrent là tous les mécanismes compensatoires. Parce que je n'ai pas développé une bonne estime de moi me permettant de regarder effectivement mon élan de vie va par là, mes conditionnements même plutôt par ici, je suis fatigué des conditionnements, je vais petit à petit réaligner ma vie pour revenir sur mon fil rouge, parce que j'ai pas ce discernement, je suis là dans une tension intérieure qui est insupportable pour beaucoup de nos contemporains, particulièrement des jeunes, notamment des ados qui disent mais cette tension est insoutenable, moi je m'en vais, je retourne d'où je viens. Ça demande beaucoup d'attention, de lucidité de la part des adultes accompagnants, de percevoir le besoin profond de chaque être humain de sentir son élan de vie et de sentir qu'il s'en rapproche et que la vibration de son élan est de plus en plus claire. Pour éviter que la tension entre les enfermements et l'élan de vie soit insoutenable. Et pour ça, ça nous demande à nous, adultes, d'observer nos propres mécanismes compensatoires qui sont vite faits. Je ne suis pas trop heureux au travail, je fais des choses que j'aime pas beaucoup, je suis tendu, agacé, mais je n'ai rien en place pour changer. Alors je rentre à la maison, une petite bière, ça me détend. Deux petites bières, ça me détend bien. Ouais. Tout le pack de bière, je suis bien détendu. J'ai des angoisses existentielles, que va devenir la planète, le risque de guerre nucléaire, que va nous faire Trump, au secours, catastrophe, j'ai des angoisses, une petite pilule, je dors mieux. Deux petites pilules, je dors bien. Toute la boîte de pilules, je suis parti pour la semaine.
C'est vite fait, les mécanismes compensatoires dans notre société. Et puis il y a des systèmes plus accommodants dans la société. Travailler beaucoup, il est très engagé, il travaille beaucoup. Oui. Work, alcoolisme. Et finalement, burn-out. Fallait-il en faire tant au prix de ne plus être? Donc nous avons besoin de voir que nous avons ensemble créé une société dans laquelle on a plus appris à compenser le mal-être qu'à nourrir le bien-être. Et là, dans nos métiers d'accompagnant, de soignant, d'éducateur, nous avons une grande clé. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? De quoi rêveriez-vous? Qu'est-ce qui vous fait tressaillir? En regardant des films, la télévision, en voyant des magazines, en voyageant, il y a bien des moments où votre être tressaille. Ça, c'est ça que je veux. Accueillez ça. Laissez tressaillir l'élan de vie en vous, en sorte, je vous le mimerai tout de suite, que vous puissiez petit à petit démanteler le vieux système de pensée. Effectivement, je pensais ça jusqu'ici, mais je peux penser autrement. Effectivement, j'avais cette croyance, mais je peux la changer. Derrière mon il faut, il y a un je tiens à, même si c'est pas toujours confortable. Et petit à petit, je réaligne ma vie sur mon élan de vie. Petit à petit, c'est un processus. Rien de magique là-dedans. Et ce qui peut être vraiment éclairant, c'est d'écouter les joies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les joies donnent du sens. C'est une aimantation de la boussole. Plus je m'imprègne de ce qui fait joie, des besoins qui sont nourris quand je suis joyeux, plus je les fréquente dans mon cœur en disant je veux vivre ça, plus j'attire à moi des occasions de vivre ça. Une autre clé que je partage souvent dans des sessions, dans des ateliers et qu'on pratique, c'est de se laisser rêver sans annuler le rêve. Laissez-vous rêver. Nous n'aurons pas le temps cette fois de faire ces petits exercices, mais je vous le dis simplement comme ceci. La plupart du temps, quand nous rêvons d'une autre vie, il y a une petite voix qui tout de suite dit « Tu rêves !» J'aimerais, mais j'y arrive pas puisque tu m'empêches. Lâchez la petite voix qui dit « Tu rêves, c'est pas réaliste, t'as plus l'âge, qu'est-ce qu'on va penser de toi, t'as pas la forme physique. » Lâchez ça pour contempler juste le rêve, quel qu'il soit. Et dans les ateliers que j'anime sur ce thème, je propose aux gens de noter tous leurs rêves en laissant complètement de côté les phrases négatives qui interdisent et accepter que les rêves soient inconsistants les uns avec les autres, c'est pas grave. Vous pouvez rêver d'aller en méditation pendant 3 mois au milieu du désert, comme vous pouvez rêver de danser sur les pistes de danse pendant tout l'été. Ça vous parle de vous. Et c'est ça qu'on va faire dans l'exercice. Vous avez manifestement d'ailleurs ces 2 rêves, silence, méditation, 3 mois dans le désert, ou piste de danse, danser, danser. Qu'est-ce qui est commun? L'intensité. Vous voulez vivre avec intensité. Vous ne voulez plus vivre une petite vie fadasse. Ça vous parle, vous allez vers ça. Vous n'irez peut-être jamais dans le désert méditer, vous n'irez jamais danser 3 mois sur une piste de danse, mais vous voulez que votre vie soit intense, et vous allez vous y employer. Le rêve, vous voyez, c'est comme lancer un cerf-volant. Je lance mon cerf-volant, il est peut-être un peu fou, il est pris dans le vent, mais je m'accroche au fil. Et moi, je suis sur la terre. J'ai les pieds sur terre, mais j'ai mon fil. Quand j'ai fait ces exercices, il y a 25 ou 30 ans, je rêvais d'être une sorte de saltimbanque dans une troupe de cirque qui irait de village en village, comme ça se faisait au Moyen-Âge. On tirait une grande charrette, on montait sur la charrette au milieu de la place du village et on amusait les gens, on les instruisait, on leur apportait des trucs, on faisait un cirque joyeux et puis on repartait, on allait plus loin et on laissait un sillage d'enchantement. Je rêvais de ça. Une partie de moi dit, t'es complètement fou, t'es pas saltimbanque, t'es pas comédien, t'as appris le droit, tu seras juriste, ta vie c'est comme ça, beau, hein, derrière tes bouquins, dans une pièce. C'est quoi cette idée de nomadisme? Des années plus tard, je suis saltimbanque sur une piste à essayer d'enchanter les gens. Et pas mal nomade. Rêver, c'est extrêmement précieux. Il n'y a rien sur la planète, à part la nature, qui n'ait été rêvé. Cette salle a été rêvée. Par un architecte, par un ingénieur, par la ville sans doute, et un jour elle est là, elle nous accueille. Ce téléphone a été rêvé par un technicien, un designer, il me permet de vous parler sans m'égosiller. Ce veston a été rêvé par un couturier, par une maison de vêtements, et je peux le porter. Tout
né d'un rêve. C'est extrêmement riche. Ce que je vous propose de voir, c'est que dans ce cheminement vers plus d'estime de soi, de confiance en soi, il y aura deux axes. Le premier, c'est de défaire ce qui entrave, sortir des enfermements. Et nous voyons en communication non violente 4 pièges extrêmement récurrents, ce ne sont sans doute pas les seuls, mais la plupart des sessions de CLV nous invitent à observer ces pièges pour pouvoir en sortir. Les jugements. Tant que je me juge, je suis nul, j'y arriverai pas, ça me plombe. J'ai besoin d'apprendre à décoder le jugement. Le fondateur de la CND, Marshall Rosenberg, disait « Les jugements sont l'expression tragique de nos besoins. Je me juge nul parce qu'au fond, je suis triste du résultat atteint là et que j'ai besoin de me faire confiance que la prochaine fois, je peux faire mieux. Ah, j'ai besoin de me faire confiance que la prochaine fois, je peux faire mieux. Ça, c'est plausible. Là, il y a une ouverture. Mais tant que je me juge nul, je me suis plombé moi-même. Le deuxième pied, ce sont les croyances sur soi, sur la vie, sur les autres. Une croyance, c'est un peu un jugement qui s'est enquisté, endurci. Je peux juger que je suis nul en chant. Moi, je ne sais pas chanter, je suis quelqu'un qui ne sait pas chanter. Si j'ai cette croyance et que je reste là-dedans, sans la bouger, je vais passer les 120 prochaines années de ma vie à vérifier que je ne sais pas chanter. Parce que dès qu'on me dira viens chanter dans une fête, dans un mariage, non, non, je ne sais pas chanter. C'est dans une petite phrase que j'ai entendue dans mon enfance, à une époque où mon oreille n'était peut-être pas réglée, et je me la resserre à moi-même. Mais est-ce que j'ai vérifié? Et donc, avec le discernement que permet la CLV, on va dire, mais quand je pense à cette petite phrase que je ne sais pas chanter, moi je suis en colère, je suis agacé parce que j'ai effectivement entendu ça, mais je ne l'ai jamais vérifié. Mon besoin c'est de vérifier. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je vais m'inscrire à un cours de chant, ou je vais rejoindre une chorale, et on va bien voir. Je prends mon besoin en main, je sors de ma croyance. Et j'ai travaillé pas mal de professeurs de chant dans les ateliers d'art-thérapie. Tous les professeurs de chant disent tout le monde sait chanter, mais tout le monde n'a pas une bonne oreille. Et donc quand on est gamin, qu'on ne grandit pas forcément dans une famille où il y a de la musique, on peut effectivement chanter faux parce qu'on n'a pas appris à poser sa voix. Mais ça s'apprend. Je peux rester dans ma croyance inhibante, je suis quelqu'un qui va chanter, et je me prive de cette joie. Et puis je peux me remettre dans une dynamique en écoutant l'émotion. Je suis triste et en colère quand j'entends cette petite phrase, parce que je ne l'ai pas vérifiée par moi-même. Je vais vérifier, je m'inscris à un cours de chant. Sentiment, besoin de vent, qui dira que c'est négatif d'avoir écouté sa colère. Ça met en route. Émotion, émouvrer, se mettre en route. Se mouvoir vers. Ah, pour l'estime de soi, même chose. Quand je réalise que je manque d'estime de moi, que je doute de ce que j'ai à dire, que j'ai du mal à apporter ma valeur ajoutée, ou à l'inverse, que je prends trop de place et que j'écrase tout le monde avec mes besoins d'être reconnu, j'ai besoin d'apprendre à me reconnaître tranquillement, j'ai besoin d'apprendre à me faire confiance, j'ai besoin d'apprendre à aimer la personne que je suis. J'ai besoin d'accueillir mon ombre comme une alliée, allez, viens par ici. J'ai besoin de pouvoir discuter avec ma tristesse quand elle est là, comme une compagne. Elle fait partie de moi, ma tristesse n'est pas une ennemie. Elle m'indique qu'il y a des besoins dont je dois prendre conscience. Peut-être un deuil à faire, peut-être une page à tourner. Elle n'est pas là par hasard, la tristesse. Jugement, croyance, pensée binaire, soit, la division. Extrêmement déchirant d'être dans la pensée binaire. Soit je suis intello, soit je suis manuel, soit je suis campagnard, soit je suis citadin, soit je suis homo, soit je suis hétéro. Ça déchire tellement de gens. Qui se retrouve dans ces catégories? On est un peu plus ou moins selon nos couleurs. C'est terrorisant de se dire je dois me mettre dans une case. Nous avons besoin de réconcilier et les différentes parties de nous. Dans plusieurs de mes conférences, je donne l'exemple de Charlotte, partagée entre deux parties d'elle. L'envie de faire de l'humanitaire et l'envie de développer sa fibre artistique. Et Charlotte arrive en thérapie après 2 tentatives de suicide. Elle a 20 ans, elle est une magnifique personne à tous égards, elle est jolie, elle est généreuse et très artiste, elle a vraiment de merveilleuses qualités. Quand elle part dans son rêve d'humanitaire, ce sera Médecins sans frontières, merveilleux, mais on ne dessine guère dans les temps de réfugiés. Et bon, c'est pas grave, je reste à Bruxelles, je fais mon école de peinture, mais est-ce que je peux m'occuper de mon pinceau, de mon talent, alors qu'il y a des gens qui crèvent? Pensée binaire, elle est déchirée, Charlotte. Soit.
Elle est sous pression, elle est en dépression. Et la seule façon qu'elle envisage de sortir de cette tension insoutenable, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais c'est la suppression de cette vitre de veau. Heureusement, elle échappe à sa tentative de suicide, à ses 2 tentatives de suicide, et lorsqu'elle arrive en cabinet, elle me dira une chose qui m'a beaucoup touché parce que ça faisait tellement résonance avec quelque chose que j'avais dit moi-même à mon propre thérapeute quelques années avant. Je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. Énorme puissance de vie à l'intérieur et incapacité d'en faire usage parce qu'il y a la pensée binaire qui va par là et par là. Qu'est-ce que je fais? Beaucoup d'êtres s'en vont quand ils sentent cet appel à la haie et l'incapacité d'en faire usage. Ça demande beaucoup d'attention, de tact, d'écoute, d'empathie de la part des adultes que nous sommes pour comprendre ça, accueillir ça. Je vous passe le détail du travail avec Charlotte, mais qui est au fond simplement d'écouter toutes les parties d'elle. Charlotte, tu es une magnifique artiste et tu as vraiment envie de créer et d'apporter de la beauté au monde. Mais oui, c'est tellement important. Et de l'autre côté, tu as envie d'aider les gens, de faire en sorte que leur vie soit meilleure. Mais oui, il y a tellement de gens qui souffrent. Et Thomas, comment on va faire? Ben, on ne le sait pas encore, Charlotte. On ne le sait pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça ne va pas venir. C'est ça juste le travail de l'accompagnant. C'est accueillir le vivant dans un cadre de sécurité, sans que le mental annule les choses, ou les mette en opposition dans des rapports de force, soit, on l'enlève l'opposition. Et si aujourd'hui Charlotte est art thérapeute, pas si loin d'ici, quelque part dans le Brabant wallon, si Charlotte met son talent d'artiste au service d'enfants qui ont des difficultés d'attention, d'hyperactivité, etc., si Charlotte est donc une citoyenne au bon endroit, mais en mettant le meilleur de soi au service de tous, c'est qu'elle a travaillé son discernement, son intériorité. Et qu'elle est sortie du rapport de force intime, intérieur, dans lequel elle s'était mise, soit, tchac. Précieux de démasquer chez les autres les rapports de force dans lesquels ils sont pris. Lorsqu'on apprend l'empathie pour l'autre en communication non violente, on porte son attention dans quel jugement cette personne est-elle sur elle? Quelle est la croyance dans laquelle elle s'entretient? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au-delà de ça, une pensée binaire dans laquelle elle est divisée? Et quatrième piège, c'est est-ce qu'il n'y a pas un petit « il faut » qui vient tout plomber là? Il faut, je dois. Et là, avec Charlotte, il y avait un « il faut ». Ses parents, qui adorent leur fille, évidemment, sans s'en rendre compte du tout, et avec la meilleure des intentions, disaient à Charlotte, tu as 20 ans, il faut choisir. Là. Vous voyez la pauvreté de nos moyens jusqu'ici, tant qu'on ne développe pas d'autres capacités de créer du nous, qu'est-ce qui va nous rassembler? Qu'est-ce qui va co-créer cette unité entre nous? Ça demande de dépasser nos habitudes, nos enfermements. Les parents croyaient bien faire, en indiquant des limites à la façon traditionnelle. Pour telle date, il faut que tu choisisses. Ah. Elle avait bien choisi de partir. Hein. Nous avons vraiment besoin de grandir en conscience, en humanité, en bienveillance pour rencontrer les enjeux d'aujourd'hui, parce que beaucoup d'êtres vivent cette tension intérieure. L'image qui me vient depuis plusieurs années, par rapport au fil rouge, c'est qu'en chacun de nous, il y a un potentiel incroyable. J'ai fondé cet espoir, enfin c'est pas d'espoir, j'ai fondé ce constat dans l'accompagnement des jeunes de la rue. D'abord, je voyais des jeunes vraiment avec un potentiel intérieur magnifique, mais très très brimé par la vie. J'ai acquis cette confiance qu'il y a en nous un potentiel pour faire un tintinabulement aussi joyeux que ça. Le sens de la vie, c'est la joie, et la joie contagieuse. Une cloche de saltimbanque qui saute sur ses tréteaux. C'est ça qui est en nous. Les blessures, les habitudes, les conditionnements, les pensées négatives, les croyances, les il faut, je dois, tout ça peut faire que ce qui sort de nous, c'est plutôt ça. C'est terrible. Mais attention, parce que ça peut être plus terrible encore, les traumatismes, les blessures, la lassitude peut faire que ce qui sort de nous, c'est ça. C'est effrayant. Effrayant. Alors que le potentiel est aussi joyeux que ça. Voyez. Il n'y a donc pas de temps, voyez, à faire qu'à défaire ce qui enferme. Je vous disais, il y a deux voies. Quitter l'enfermement, en observant ce qui enferme, mais également nourrir l'élan de vie. Vers quoi j'ai envie d'aller. Ça, ce sont les deux clés pour moi pour travailler une forte estime de soi, ancrée, vivante, qui nous aligne. Encore une petite piste avant qu'on prenne un temps d'échange. Il y a des choses que vous aimez faire, mais que peut-être vous ne faites pas. Vous rêvez de dessiner, mais j'ai pas le temps.
Vous rêvez de chanter, de faire de la musique, mais j'ai pas le temps. Vous rêvez de partir en randonnée, mais non, je ne peux pas laisser mes enfants. Je vous encourage à trouver le moyen de faire ce que vous rêvez faire. C'est là que vous tressaillez, c'est là que vous êtes pleinement vivant. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être pleinement vivant. Pas d'être qui accumule gentiment des poches de souffrance, qui les rendent malheureux et inévitablement vont rendre les autres malheureux. Prenez ce temps pour vous, il n'est pas repris à vos enfants, il est redonné en qualité. Il y a peut-être aussi des choses que vous aimeriez faire, mais elles vous font un peu peur, elles vous dérangent, elles vous tirent un peu de votre zone de confort. Allez-y. Vous rêvez de rencontrer les chevaux, et ça vous fait peur, cette grande bête. Allez dans une ferme équestre. Rencontrer le cheval, c'est pas de l'équitation tout de suite, ça pourrait amener à ça, mais c'est de la rencontre avec cette belle présence qui n'est ni dans le futur, ni dans le passé. Le cheval est puissamment là. C'est inspirant. Et vous savez qu'en hypothérapie, ça aide beaucoup de jeunes, mais aussi d'adultes. Dépassez votre zone de confort. Vous rêvez de sauter en parachute, mais ça vous terrorise. Trouvez 2-3 copains qui ont envie de faire la même chose. Et dépassez vos peurs, dépassez la zone de confort. Ce qui nous abrutit, c'est le fait de ronronner dans ce qu'on connaît de nous. Si nous voulons grandir en estime de soi, ça nous demande de nous confronter, d'oser. Et on n'est pas tout seul. Nous sommes nombreux, je vais le rappeler au début. Un autre enjeu encore, je vois beaucoup de souffrance, de timidité, de repli, parce que nous ne nous sentons pas vivants dans notre corps. Notre société ne nous y habitue pas beaucoup. Alors il y a un peu d'encouragement à faire du sport, c'est pas mal, mais ça reste un peu guerrier, je dirais. Et nous manquons peut-être la sensation. Je vous encourage à danser, à chanter, à faire de l'impro, à faire du mime, à sentir que votre corps est joyeux. J'ai vu, parmi les jeunes dont je me suis occupé, beaucoup de désarroi, parce que la seule façon de goûter de l'intensité dans le corps, c'était de prendre des risques, monter sur le toit, passer sur la verrière, sauter dans l'entrepôt, aller piquer des trucs. Alors je me sens vivant, parce que je me rapproche de la mort. Moi, je propose de nous sentir vivants, parce que je me rapproche de la vie. Et ça demande d'être vigilant par rapport au corps qui peut s'empoter. Et puisque nous sommes dans un colloque sur le rapport d'éducation, j'aime ajouter ceci avant de terminer. Il me semble qu'il y a deux caractéristiques de l'enfance et de l'adolescence dont sans doute vous prenez soin d'une manière ou d'une autre. La première, c'est l'intensité avec laquelle les sentiments se vivent et le ressenti se vit. Et la deuxième, c'est la fluidité avec laquelle on passe de la joie à la peine, de l'élan au rejet, de l'adhésion au dégoût. C'est surprenant cette fluidité pour nous adultes qui avons pu nous laisser régulariser, conformiser, stéréotyper parfois et assez souvent anesthésier dans un petit mouvement habituel. Voir ce foisonnement d'émotions et cette apparente à nos yeux incohérence de passer de l'un à l'autre, nous sommes souvent démunis et reviennent les vieux mécanismes. Tu dois, il faut, c'est comme ça, reste assis, bouge pas, ferme ta bouche, ne te mets pas en colère. Parce que nous sommes démunis par rapport à tout ce vivant. Pour rester disponible par rapport à tout ce vivant, ça nous demande de rester disponible par rapport à tout ce vivant. Gardez le contact avec le vivant en vous, toutes les parties de vous. Jubilez quand vous jubilez. Plongez dans la peine quand elle est là pour aller voir ce qu'elle dit de vous. C'est extrêmement précieux de garder cet émerveillement, ce contact émerveillé avec le vivant en soi pour pouvoir être disponible pour l'accueillir chez l'autre. Enfin, un autre moyen que vous connaissez bien sûr, c'est peut-être de faire un peu de thérapie pour démanteler avec l'aide de quelqu'un les croyances limitantes qui empêchent l'estime de soi. Personnellement, vous le savez, j'en ai eu largement besoin. Je n'aurais jamais imaginé oser écrire des livres, faire des conférences, faire à l'occasion des webinaires sur Internet si je n'avais pas développé l'estime de moi et la confiance en moi. C'est quelque chose qui me manquait considérablement quand j'étais plus jeune. J'en termine avec cette image qui m'a beaucoup inspiré quand je m'occupais de jeunes de la rue avec l'association Flics et Voyous. Nous montions à peu près une fois par an une randonnée dans le désert, en Tunisie ou en Algérie. Et une année, nous sommes partis, on emmenait toujours une vingtaine d'adolescents, je dirais entre 13 et 19-20 ans. Et là, il y a Michel, c'est pas son nom, mais peu importe, qui a sans doute 17 ans à peu près, et qui dès le début nous montre bien son besoin d'affection, d'estime de soi, par ses comportements extrêmement agressifs. Il donne des coups de pied comme ça sans raison, il injurie, il agresse. Et comme notre voyage
se passe avec des camions qui nous déposent à un moment et nous marchons à la boussole toute la journée et les camions reviennent, ben, il faut décharger les camions, monter le camp, préparer la cuisine tous ensemble. Lui n'aide jamais à rien. C'est vraiment pas facile d'accommoder quelqu'un comme ça dans un groupe. Toutefois, on se doute bien qu'il a dû souffrir pas mal sur le plan de l'estime de soi, évidemment. Un soir, on est installé autour d'un petit feu de brindilles et on attend le repas qui tarde un petit peu. Et là, je dis, bah, puisqu'on attend, je vous propose de vous partager 2-3 poèmes de gens qui ont, comme vous et comme nous, traversé le désert. Et les jeunes ayant d'autres à faire écoutent. Et au moment où, j'en fais 2-3, me disant qu'au-delà de ça, leur patience n'irait pas. Et au moment où j'arrête, je dis, je crois qu'on va pouvoir aller à la soupe. Non, non, Thomas, continue, me dit Michel. Lui. Tout surpris, il dit, ben écoute, merci Michel, écoute, j'en connais encore un si tu veux, je nous le dis. Et je dis encore un poème. Et tout le monde passe à la cantine. Et Michel, qui était le premier d'habitude à bousculer tout le monde pour avoir sa gamelle, il reste là, les yeux plongés dans le petit feu, un tout petit feu de brindille. Et je reste un peu avec lui, il me dit, Thomas, j'ai pas compris grand-chose, mais c'était tellement beau. J'en avais les larmes aux yeux de réaliser que Michel, qui ne voulait être touché par rien, qui ne voulait rien ressentir, qui était comme blindé à travers son petit personnage, se laissait toucher par la grâce des mots, même s'il ne les avait pas compris. Et il y avait une sorte d'enchantement qui avait vécu sur ce cœur, comme le baiser du prince charmant vient éveiller la belle endormie. Parce que, ayant perçu, c'est comme ça que je le traduis en tout cas, que la vie était belle et bonne, et qu'on pouvait s'enchanter dans un moment de recueillement autour d'un feu sous les étoiles, j'ai vu que Michel, avec le reste de l'équipe, dans les jours qui suivaient, devenait serviable, aimable, rigolo, bout en train, et que toute cette énergie qu'il mettait dans l'agressivité, elle avait pivoté au service de la vie. Dans le ferry qui nous ramène d'Alger, je crois, ou de Tunis, je ne sais plus, à Marseille, il y a une étudiante en sciences sociales ou en assistance sociale qui nous accompagne et qui fait remplir un formulaire aux jeunes pour savoir leur avis sur le voyage. Les jeunes étaient d'accord qu'on le lise, et donc je lis les différents avis des jeunes, et particulièrement je suis intéressé à celui de Michel. Et à la fin du questionnaire sur ce voyage, il est mis « Qu'est-ce que tu rêves d'être plus tard? Une star du showbiz? Quelqu'un de reconnu dans un sport? Un bon père de famille? Ou autre ?» 3 petits points. Michel n'a pas mis une star, Dieu sait s'il s'amusait à jouer Johnny avec une fausse guitare en bois, et pas mis une star du foot alors qu'il prétendait bien jouer, faire connu. Il n'a pas mis. Tiens, il s'arrête. C'est la fin du film. Et il a entouré un bon père de famille. Et juste en dessous, là où il était mis autre 3 petits points, il a ajouté d'une main extraordinairement maladroite, je voudrais être un homme merveilleux. Je suis encore touché quand je vous le raconte, parce que c'est ça l'essence de la vie. Il a goûté la merveille d'être en vie et il veut la propager autour de lui. Le climat que par chance on a pu créer ce soir-là, dans ces circonstances, autour de ce petit enfant très meurtri par la vie, enfin ce petit enfant, cet ado, quoi, a éveillé son goût de la merveille et c'est ça qu'il veut propager autour de nous. Je nous souhaite la capacité à transmettre le goût de l'émerveillement pour que chaque être humain qui vienne au monde se dise « Je suis un être merveilleux et j'ai envie d'enchanter la vie ». Merci beaucoup.